Le réveil de l'info, c'est Atlantic Radio. 8h22, les décodeurs jusqu'à 9h30. Avec aujourd'hui Hicham El-Bayed, docteur en économie, maître de conférences et consultant, et Saïd Youssef, professeur universitaire et expert consultant auprès des entreprises. Messieurs, bonjour. On va parler d'économie, non, aujourd'hui ? Si on a le temps. Compte tenu de vos profils, comment ça se parler le temps Parce que on n'a jamais le temps dans non, il y a cette émission. déjà C'est une légende. Non, mais il y a un gros sujet à la base. Oui, alors, écoutez, on est obligé. D'ailleurs, tiens, je voudrais lancer un petit appel, parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire, mais moi j'aimerais bien qu'on le fasse et qu'on le fasse régulièrement. Si vous nous écoutez là actuellement, et si vous avez quelque chose à dire sur cette cérémonie d'ouverture, sur ce match, sur pourquoi c'est important cette CAN, comment vous la sentez, si vous étiez au stade, enfin beaucoup de raisons peut-être de nous appeler, 05 22 95 36 80 ou 05 22 95 36 70. On va mettre en place d'autres moyens de se parler comme WhatsApp bientôt, et parce que on aimerait beaucoup vous parler. 05 22 95 36 80 ou 36 70. Alors, d'abord, vous avez regardé tous les deux. Est-ce que ça existe Est-ce que ça existe quelqu'un qui habite au Maroc et qui n'a pas regardé hier la CAN? Je sais pas. Cette cérémonie d'ouverture, parce que ça fait partie. Enfin, je veux dire, on parlait des soft power la semaine dernière. Ouais. Là, on est dans le power complet, quoi. On n'est même plus dans le soft power. Peut-être les vigiles Peut-être les vigiles qui avaient le dos sur le terrain. Ça, c'est peut-être les seuls qui n'avaient pas regardé le match. Ça fait longtemps quand même que je vais au stade et je me suis toujours demandé comment on vit, dans quelle solitude on vit ça, quand on fait ce métier-là, quand on tourne le dos au jeu. Ouais, c'est incroyable. C'est frustrant. Ouais. Mais on développe beaucoup de qualités en termes d'imagination et en termes de feeling. Quand on voit en face des gens avec l'émotion, on se dit forcément il y a quelque chose qui se passe derrière. Alors messieurs, les gens, les supporters, en grande partie sont arrivés. On va le ressentir là, près de chez nous, à Casablanca, cet après-midi. Ouais. Et puis vraiment pas loin, parce qu'on est vraiment à 2 pas du stade. Et les gens sont arrivés. Il y a cette ferveur, on la sent bien. Je dirais malgré la pluie, parce que vivement la pluie pour notre pays, mais que sur un stade de foot, c'est toujours un peu compliqué. Non, là, les gens étaient là, presque 70 000 personnes dans ce magnifique stade de Rabat. Alors, qui commence à s'exprimer sur votre vision de cette soirée? Saïd Youssef. Moi, je dirais cet hier, après-midi, parce que... Moi, hier, c'était le Maroc. Le grand Maroc. Donc, c'était à l'image d'un Maroc millénaire, d'un Maroc qui a toujours excellé. Et on peut parler déjà de l'ouverture par son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan. La présence des grands dignitaires du foot mondial, la présence internationale, le suivi médiatique et la présence de 70 000 spectateurs et la pelouse qui a honoré, encore une fois, le Maroc, une pelouse qui a résisté à des pluies vraiment denses. Moi, je dirais hier, c'était la soirée de toutes les performances, la soirée de tous les bonheurs pour un grand Maroc qui a toujours dit que je suis le hub d'Afrique. Et hier, elle l'a confirmé de façon claire à travers l'organisation, l'engagement, la présence, l'image d'un Maroc qui a honoré l'Afrique, mais qui a honoré, je dirais, même l'humanité de façon générale, parce que l'événement d'hier n'était pas un événement uniquement sportif, mais une rencontre entre les êtres, entre les humains, et surtout l'Africain qui était à l'honneur. Félicitations au Maroc, bravo à tous ceux et celles qui étaient derrière ce grand chantier. On ne doit pas oublier que c'est un chantier des grands records. On a construit un stage en 8 mois, avec tout ce que ça signifie, et un 8 mois avec de Made in Morocco, c'est-à-dire un stade fabriqué par les Marocains, pour l'Afrique. Félicitations. Alors, c'était une soirée de tous les superlatifs, comme on dit. Effectivement, tout était là pour que ça se passe dans le meilleur des mondes. Si on n'était pas fier d'être marocain hier, je pense pas qu'on trouverait une autre occasion pour l'être. Hier, c'était vraiment l'apothéose. Tout s'est bien passé, avec quelques
petit couac, on va dire, en termes de réalisation pour la transmission à la télé. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Vous faites partie des grincheux, là. Non, mais il faut le dire au passage quand même pour ceux qui sont concernés, fassent le boulot, parce qu'on ne pouvait pas se permettre des petits bobos comme ça, on va dire, dès le lancement. Justement, moi je me suis dit ça en regardant, et je me suis dit, mais qui réalise en fait? C'est-à-dire que, est-ce que c'est un problème de réalisation, ou est-ce que, évidemment, c'est un problème d'humilité? C'est les aléas du direct, on appelle ça. Bon, des caméras qui... des caméras qui filment le ciel alors qu'il ne faut pas filmer le ciel. Oui, exactement. Il y a des petites choses qui se sont passées, c'est pas méchant. En tout cas, on ne va pas aller chercher la petite bête pour dire effectivement que ça n'a pas marché. Non, ça a marché, ça a été vraiment grandiose, ça a été vraiment à l'image de ce qu'on attendait. Peut-être la pluie est venue faire le trouble fait. On aurait aimé effectivement que ça soit ensoleillé, etc. Mais c'est pas grave. Même pour les chorégraphies, la pluie, c'était pas vraiment prévu dans le spectacle, mais ils ont fait avec et ça a marché. Moi, je vous le dis, c'est pas pour les dédouanier, mais vous savez, quand on est sur un événement comme ça en direct, un événement qui a été chorégraphié de toutes parts, c'est-à-dire aussi bien les danseurs que les personnes qui arrivent sur le stade, que les techniciens, la réalisation, etc. Il y a des fois des grains de sable qui arrivent et la pluie, c'est compliqué. C'est compliqué. Et moi, je trouvais que justement cette pluie, cette espèce c'est comme un peu la force du destin, parce que la pluie est tellement importante pour le Maroc, et la pluie s'invite à la fête. Et là, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Donc, ça a donné. Vous n'avez pas le droit d'être grincheux. Non, pas du tout. Je suis pas de mauvaise langue, mais il fallait quand même le dire, quand même. Pour reconnaître ce qu'on fait et dire effectivement là où il y a un petit quelque chose, il faut qu'on le reconnaisse. Maintenant, pour l'histoire de la pluie, moi, ça a donné encore plus d'authenticité. Moi, le mot qu'il faut prendre quand même, c'est l'authenticité. On a fait avec, ça s'est très bien passé. On a vu les danseurs, les danseuses faire leur chorégraphie dans la joie et de la bonne humeur. Le stade, il était plein craqué. Tout a été fait de façon, j'allais dire, chronométrée, millimétrée. Ça s'est très très bien passé. Et après, effectivement, le match a été quand même quelque chose qui... Peut-être on a eu un petit peu, j'allais dire, la douche écossaise. On est passé de l'émotion à son paroxysme à un autre type d'émotion, mais pendant le match, c'était vraiment très, très, très émotionnel et émotif. Parce que les enjeux étaient véritablement là. C'est toujours compliqué de commencer une manifestation comme celle-ci. Ce premier match, il n'est pas facile à aborder parce qu'il y a une telle pression sur les épaules des joueurs. Et l'enjeu l'emporte sur le jeu. Du président de la fédération, de toutes les instances qui étaient là. Donc on va y revenir dans quelques minutes, juste après les informations, le journal présenté par Karim Droné, parce qu'il est 8h30. Les décodeurs jusqu'à 9h30 dans la matinale d'Atlantique. On prend des photos avec la coupe. Vous avez vu que c'est un oiseau de bon augure. On nous a mis une petite coupe dans le studio. Alors on joue avec ça. Vous savez, on est des gosses nous le matin, donc tout va bien. 8h44. Je suis avec mes deux décodeurs d'aujourd'hui, Saïd Youssef et Hicham El Bayed. J'ai perdu mon papier, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous avez pensé des déclarations de Walid Regragui? C'était samedi, je crois. S'adressant au public, disant si vous venez pour manger des petits fours, c'est pas la peine de venir. Voilà. Alors, évidemment, à mon avis, il s'adressait à un certain public. Effectivement. Il avait en tête des personnes, en tout cas bien particulières, mais le message était clair, effectivement. Si on est là, c'est pour soutenir l'équipe nationale, c'est pour montrer effectivement cet enthousiasme. Il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Peut-être il était assez cash dans son discours, ce qui m'étonne pas de lui. C'est comme ça qu'il fonctionne, Walid Regragui, tel qu'on le connaît. Mais il faut dire effectivement que par moments, on sent dans le stade parfois des accalmies et parfois qu'on comprend pas.
Normalement, il faut soutenir son équipe, il faut être là 90 minutes non-stop et malheureusement, ça se calme, ça se tasse par moments. Et donc, un message comme ça, c'est une façon de pousser les gens à être assez réactifs. Et les joueurs, ils sont demandeurs effectivement de ces élans d'enthousiasme parce que c'est le 12e joueur qui est là, qui est le public et il faut y aller jusqu'au bout. C'est aussi une façon de rentrer dans son personnage, dans son personnage d'entraîneur. De montrer peut-être ce qu'il a montré hier d'ailleurs sur le banc, son impatience, de pousser les joueurs aussi à faire bien. On l'a vu hier sur le. Voilà. C'est du management quand même ça. Moi, je dirais les déclarations de Regragui, c'est le timbre de Regragui tout simplement. Regragui, il veut dire tout simplement encourager, applaudissez l'équipe nationale, mais peut-être que c'est mal dit. Parce que c'est mal dit. Généralement, on ne communique pas de cette façon avec le public. Hier, c'est vrai, vous avez raison. Il était sous pression. Il cherchait une victoire. Parce qu'à un certain moment, on manquait de buteurs. Il faut le dire, on a bien joué. Il y a la pluie qui a rendu la tâche pas du tout facile. Et c'est le but de Brahim Diaz et le deuxième de Smith. Kaby Qui a permis vraiment avec un retourné acrobatique. Regragui doit prendre chaque match au sérieux et il doit se libérer de la pression parce que l'objectif n'est pas uniquement de gagner, mais de garder la performance et de gérer chaque moment du match, chaque moment de la compétition avec beaucoup de concentration et beaucoup de vigilance. Et on va tout simplement dire, souhaitons bonne chance à notre équipe nationale. Vive le Maroc. On a mis la barre très haute avec Skitiwi, avec les autres équipes nationales. Donc, Regragui se devait d'être à la hauteur des attentes et des espérances. Et on l'a vu, on l'a senti, il était sous pression, les joueurs l'étaient aussi. Tout le monde, effectivement, était... j'allais dire sous le coup de cette épée de Damoclès. Il faut qu'on gagne ce match, il faut qu'on réussisse avec l'art et la manière, et c'est ce qui a fait qu'on l'a vu s'agiter effectivement sur le banc de touche. À un moment donné, il criait même sur les joueurs, etc. On a senti qu'il était un petit peu vraiment sous l'emprise de cette crainte, de cette émotion peut-être négative. Mais j'ai la conviction qu'à partir du deuxième match, parce que le premier match c'était un match test pour lui, c'était une façon de raccorder, de rentrer dans la compétition, de voir comment ça va se passer, parce que après 18 matchs qu'on a joué et qu'on a gagné, rentrer dans une compétition continentale comme ça, être vraiment exposé au public, aux journalistes, à tous les observateurs d'ici et d'ailleurs, c'était un moment quand même assez délicat. Moi, j'aimerais pas être à sa place, parce que la situation était vraiment explosive. Il y a quand même une chose avec cette équipe, c'est qu'on a un collectif. Ça, c'est vraiment je dirais pas, c'est pas la nouveauté, parce que ça depuis 2022. Depuis 2022, on a un collectif. Et on a aussi des individualités dans ce collectif-là. On a des joueurs qui se battent. On l'a bien vu hier avec plusieurs joueurs. On a des joueurs qui sont habitués à gérer le collectif. On a des joueurs qui sont plus difficiles à maîtriser, on va dire. À votre avis, quelle image on a donnée hier dans ce premier match? Je dis ça parce que j'ai écouté pas mal de débats à l'étranger sur la capacité du Maroc à gagner cette CAN, et je dois dire que j'étais un peu surpris parce que on les considère pas forcément comme des favoris, c'est-à-dire qu'il y a d'autres équipes avec un football africain plus établi, et je pense qu'hier il y a eu un message qui est passé. D'abord sur cette cérémonie, ensuite sur ce stade que beaucoup ont découvert, un stade qui est au niveau
des grandes Coupes du Monde. Hein, il y a pas si longtemps, quand on regardait la CAN, cette compétition à la télévision, on avait souvent des stades gigantesques qui ont été construits par des Russes ou des Chinois dans des pays africains, qui sont des stades multisports. Qui sont pas très sexy, excusez pour le terme. Et là, on arrive dans un stade qui est aux normes des Coupes du Monde. Vous l'avez dit tout à l'heure, Saïd, la pelouse impeccable. Moi, je regardais en 4K, il n'y avait pas un trou dans la pelouse, quoi. Avec cette pluie, un peu à la fin. Mais bon, voilà. Quelle image on a donnée hier ? Ma vision, qui n'est pas celle d'un spécialiste du foot, mais beaucoup plus d'économiste, d'analyste. Justement, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Oui, Moi, tout à fait. En tant que, je dirais, le match d'hier, déjà en tant qu'événement, c'était un exercice pour l'équipe nationale. 2, comme je l'ai dit, c'était un exercice devant les grands dignitaires du foot et devant son Altesse Royale, le Prince, et devant 70 000 spectateurs. 3, les conditions météo n'étaient pas vraiment favorables, il y avait beaucoup de pluie, avec tout ce que ça entraîne sur la logistique, sur l'organisation, sur la réalisation du match. Moi, le match tel que j'ai vu, c'est déjà un bon démarrage pour l'équipe nationale. Un bon démarrage dans une compétition qui a ses propres spécificités. Ce ne sont pas uniquement les talents individuels qui garantissent les matchs. Ce n'est pas uniquement l'esprit collectif, mais aussi c'est la pérennité dans le jeu et d'avoir les clés pour chaque match. Aujourd'hui, il y a plus de petites équipes en Afrique, c'est ce que j'ai compris. Les Comores hier n'étaient pas vraiment une équipe facile. Ils ont fallu à un certain moment marquer un but. Heureusement qu'il y avait Bounou. Moi, je dirais que Regragui doit gérer chaque match avec des scénarios spécifiques et avoir dans sa logique, c'est gagner match par match. On n'est pas là, il avait toujours dit, de faire le spectacle. On n'est pas là pour montrer qu'on est... Parce que parfois, à un certain moment, on s'est dit que Regragui vous montrer que lorsqu'il était 4e du monde, que c'est mérité. Ça doit se jouer match par match, stratégie par stratégie, parce qu'il y a des équipes qui sont difficiles à gagner. Par exemple, je dirais l'équipe du Mali. C'est une équipe difficile à gérer. Et il y a les autres équipes africaines. On va souhaiter, comme je l'ai dit, c'est le début. Bonne chance à l'équipe nationale. On est derrière l'équipe nationale. Et je dirais que les choses sont beaucoup plus, moi, ce qui m'intéresse. C'est vrai, c'est l'équipe nationale. Mais aussi, ce qu'on doit... c'est des effets très positifs sur l'image du Maroc, sur l'économie, sur le tourisme. Hier, j'ai vu dans les statistiques, les arrivées pendant 10 jours, au niveau des aéroports à l'échelle nationale, on a dépassé les 860 000 arrivées. Et on s'attendait à un pic d'1 500 000 visiteurs. L'impact sur l'hôtellerie, sur le tourisme, sur la notoriété du Maroc. Et c'est une confirmation directe du Maroc en tant qu'un hub pour l'Afrique. Toute personne qui veut investir aujourd'hui, d'un point de vue politique, économique, diplomatique, investissement, la porte d'entrée, c'est le Maroc. Et hier, on l'avait confirmé à tout le monde. Alors, le stade de Rabat, c'est un vrai bijou. C'est, on dit dans le monde de la bijouterie, une émeraude, c'est ça. Vraiment, c'est. Je sais pas, je ne suis pas un grand spécialiste. Non, mais il faut pas être spécialiste pour dire que c'était une vraie merveille du Maroc, une vraie merveille de l'Afrique. Moi, je garde toujours cette image des caméras qu'elles ont prises du stade de l'extérieur avec ses effets de lumière, ces chorégraphies visuelles. Vraiment extraordinaire et tout le monde était sous le charme de ce stade, comment on l'a conçu, comment il présente fidèlement l'image du Maroc justement et l'image de Rabat surtout. Ouais. Je termine juste sur cette idée de Rabat parce que c'est pas pour rien qu'on a démarré à Rabat. Rabat, c'est encore une fois une ville qui donne fidèlement l'image de ce Maroc moderne, de ce Maroc propre. Est-ce qu'on peut dire que Rabat est une ville modèle, en fait, finalement ? Oui, tous les ingrédients sont à Rabat. Tout ce que vous pouvez imaginer comme
composantes pour faire de cette ville une vraie vitrine, effectivement, de l'économie footballistique dans notre pays est là. Vous avez le stade, vous avez les infrastructures, vous avez les hôtels, vous avez l'académie, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les ministères de tutelle qui suivent, vous avez tout ce qu'il faut justement pour faire de cette ville une véritable vitrine, et vous avez l'aéroport qui s'est modernisé quand même pour l'occasion, donc vous avez l'autoroute, vous avez les connexions, vous avez le TGV, vous avez tout ce que vous pouvez imaginer effectivement pour dire que nous sommes véritablement dans un pays qui est fier de ce à quoi il a abouti, des progrès colossaux qu'il a pu réaliser en si peu de temps, de l'image qu'il renvoie, et je rejoins Saïd effectivement par rapport à cette idée effectivement de soft power. On montre que nous n'avons rien à envier à d'autres, que si on nous a choisis, on nous a sélectionnés pour co-organiser la Coupe du Monde, c'est pas un hasard, c'est pas une faveur qu'on nous a faite, c'était mérité, et on a donné la preuve hier pour dire que nous sommes prêts. À 5 ans avant l'échéance de 2030, le Maroc est déjà prêt pour organiser la Coupe du Monde. Ouais. Et tout ce que on peut raconter comme ragot pour dire il y a des stades qui ne sont pas encore finalisés, il y a encore des choses effectivement à reprocher, je crois qu'on est prêt. On l'a donné effectivement dans des conditions quand même qui n'étaient pas très favorables. Et ça quand même, c'est important de le préciser encore une fois, c'est dire que malgré les aléas auxquels on s'est exposé, peut-être on n'était pas prêt à cela. Et j'imagine même les essais qu'ils avaient fait avant le lancer, ça on sait très bien, n'étaient pas effectivement grandeur nature par rapport à la pluie. Il n'y avait pas de pluie il y a 5-6 semaines ou même 2 mois en arrière. Donc on a fait le test grandeur nature, on l'a fait en live. On a réussi, l'image effectivement des chanteurs, ça résonne encore dans nos têtes, effectivement, c'est magnifique. Cette célébration de l'Afrique, cette célébration du Maroc, comme encore une fois, on reste enraciné par rapport à l'Afrique, et ça aussi il faut le dire. C'est que certains, ils ont tendance à nous enlever ce mérite, effectivement, qu'on est quelque part l'ambassadeur de l'Afrique. Là où on va, on résonne, on prend effectivement l'étendard pour dire qu'on est des Africains. Et l'exemple d'hier, l'exemple de cette CAN 2025 est tout à fait à point nommé pour montrer effectivement l'africanité du Maroc. Alors, on va parler d'économie dans la deuxième thématique. On va quitter un peu le foot. Mais c'est deux thématiques qui sont liées là. Forcément, le point de liaison, c'est la pluie. Oui, c'est vrai. Exactement. Mais oui, c'est vrai. Mais malheureusement, on peut pas compter. On n'a pas une caisse enregistreuse qui compte comme ça, seconde par seconde, ou minute par minute, ce que nous rapporte cette CAN 2025. Ce serait drôle, ça. Il y avait 70 000 personnes dans le stade hier. Il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est comment on est accueilli dans ce stade-là. Est-ce qu'on peut se rafraîchir? Est-ce qu'on peut boire, manger? Oui, non mais d'accord, mais moi j'aimerais bien, si vous étiez hier au stade, que vous nous appeliez 05 22 95 36 80, 05 22 95 36 70. Si vous étiez au stade hier, appelez-nous, racontez-nous comment ça s'est passé. Si vous étiez aux loges VIP... alors c'est encore mieux. C'est encore mieux. Les recettes, si on veut raisonner en termes de recettes, les loges VIP, on parle, je sais pas, de 100 millions de dirhams, ou en tout cas un chiffre qui donne le tournis. C'est que véritablement, c'est un business derrière, et c'est aussi de marketing expérientiel pour permettre à tout un chacun de vivre l'expérience à son rythme, à son niveau de caisse, à son niveau de pouvoir d'achat. C'est vrai qu'on est habitué, nous, au carré VIP. On est habitué à créer des cartes, des black cards, etc. Donc on est habitué, on maîtrise bien ce principe-là de l'événementiel. On se retrouve juste après les infos de Mourad Baba pour la suite des décodeurs dans la matinale. Et c'est la matinale, les décodeurs dans la matinale avec Hicham El Bayed aujourd'hui et Saïd Youssef. Vous allez toujours bien? Tout va bien? Alors, on va parler d'économie et... Hier, en discutant un petit peu avec Hicham El Bayed, hier après-midi, vous savez, on se fait un petit brief régulièrement pour préparer cette émission, et il me disait ce serait bien de faire une rétrospective. C'est vrai, et j'ai prévu de la faire la semaine prochaine. Donc voilà. Mais
Bon, je voulais commencer avec vous parce que je vois comme ça déjà des articles dans la presse qui fait un bilan de 2025 et j'étais assez étonné de voir que souvent c'est un excellent bilan, quoi. Un très bon bilan. On parle d'inflation, on parle de pouvoir d'achat, on parle de... Non, et j'ai l'impression que tout va bien, quoi. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que 2025 a rassuré? Qui commence? Allez-y. Oui, les clignotants sont au rouge. Hein. Si vous voulez une preuve pour ça, c'est que Banque Maghreb a décidé de maintenir le taux directeur. Donc maintenir le taux directeur, ça veut tout dire. Ça veut dire effectivement que tout va bien, que le taux de croissance, il est au beau fixe, l'inflation, il a été contenu. Nous arrivons à gérer tant bien que mal la contrainte extérieure. Mais il y a des points de vigilance, il y a quand même des points de pain points, comme on dit, des points de douleur qu'il s'agit effectivement de gérer. Il y a le conditionnement que nous avons avec notre client de toujours, notre fournisseur de toujours, l'Europe. Hein. La stagnation au niveau de l'Europe pose un problème. Non, je reviendrai. Peut-être que Saïd reviendrait tout à l'heure. Notre fournisseur de toujours, c'est le ciel. Non, le ciel, tout ce qui est activité agricole, effectivement, ça pose des problèmes. Peut-être pour cette année, alhamdoulilah, il me semble, Dieu merci, que nous sommes en train de passer le cap justement de ces années consécutives de sécheresse, peut-être pour ce qui est de la composante agricole. On doit être au-dessus des 33% pour les barrages, pour l'instant. Oui, et c'est appelé encore à se développer. En tout cas, pour cette question de pluviométrie, à la limite, ça pose pas de problème. Mais il y a plus inquiétant, c'est la stagnation au niveau européen. Quand on apprend que l'Allemagne réalise un taux de croissance zéro, quand on continue encore de voir que la France se maintient à un petit 1,4% de taux de croissance, sachant que c'est des marchés traditionnels pour nous. Donc ça pose problème en termes d'exportation. Alors ajouter à cela nos entreprises exportatrices aussi qui ne sont pas très performantes. Nous n'avons pas encore réussi à développer un tissu exportateur digne de ce nom, dont le volume, dont la qualité et dont la quantité. Les secteurs dans lesquels nous sommes posent un léger problème. Sauf les tomates cerises. Oui, et encore, nous avons beaucoup de concurrents, effectivement, par rapport à cela. Et donc, se positionner dans des tomates cerises ou des tomates brutes comme ça, sont un effet, effectivement, agro-industriel, justement, pour donner de la valeur ajoutée, ça pose encore un problème. Donc, l'idée, effectivement, c'est que les clignotants sont au vert. Nous avons réussi quand même à contenir un taux d'inflation à moins de 1%, ce qui est salutaire comparé à d'autres pays. Oui, mais est-ce que c'est bien ça? Voilà. Bien sûr, ça ne peut être que bien. Pour les économistes que nous sommes, et Saïd, il va peut-être confirmer tout à l'heure, mais tout ça... Parce que Saïd, des fois, c'est un punk sur certaines... non, mais sur là, certains points. Mais je vous dis, il n'y a pas plus exigeant, il n'y a pas plus, j'allais dire, regardant sur la carte économique du pays que Banque Maghreb. Et quand on voit c'est Jouher, effectivement, avec son conseil d'administration, décider, comme je l'ai dit au tout début, de maintenir le taux directeur, c'est que les situations économiques ne justifient pas effectivement qu'on agisse sur le levier du taux directeur pour justement booster l'économie du pays. Ça veut dire que les exportations, il faut les développer davantage, maintenir effectivement tout ce qui est inflation au niveau actuel et surtout agir sur les leviers en termes d'emploi et en termes de demande intérieure. Ok. Donc, finalement, 2 étoiles, 3 étoiles pour l'année 2025. Si vous voulez une note, ouais, 3, de 1 à 10, je dirais un 7. Un 7, voilà, 7. J'aime bien 7. Les notes, moi. Ouais. Donc, on y va. Saïd Youssef. Oui, pour rebondir, l'année 2026 s'annonce bien. Déjà, on est au mois de décembre. Les chiffres sont très, très bons. Donc déjà, pour moi... les statistiques annoncent bien qu'il y a 2 piliers, 2 effets de levier importants. Un, la demande intérieure, qui a joué son rôle pour la croissance.
Heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'elle est là, mon intérêt. Oui, l'investissement public. Ah oui. L'investissement public, 18,9%. Donc, il y a 2 leviers importants qui vont entraîner déjà pour 2026 des taux de croissance qui vont se rapprocher de 5%. Donc, on est un peu proche du taux de croissance des pays émergents qui est entre 6 et 7%. Ça, c'est une très bonne chose. Deuxième élément qu'il faut peut-être diagnostiquer, c'est la panne au niveau des exportations. On n'arrive pas à profiter pleinement des accords de libre-échange et il y a même une chute dans l'export des biens, surtout de l'automobile. L'automobile, voilà. Alors qu'il y a une amélioration en matière d'exportation des services. Les services, il y a de bons résultats. Les transferts, les IDE, les investissements directs étrangers, les transferts des ressortissants à l'étranger. Donc, il y a des effets. Mais la panne, le point négatif qu'il faut analyser maintenant, c'est le moment de réfléchir, ce sont les exportations. Un autre élément fondamental qui Pourquoi ça bloque, ça, du côté du commerce extérieur, justement ? Tout simplement parce qu'on n'a pas encore fourni beaucoup d'efforts pour booster les exportations, surtout les accords de libre-échange, lorsqu'ils étaient signés par le Royaume, étaient dans un sens de dynamiser les exportations. Mais malheureusement, ils ont entraîné des importations massives. Et qu'on n'a pas encore mis une stratégie exportatrice qui vise les pays avec lesquels on a signé les accords de libre-échange, les États-Unis, la Turquie, les pays arabes, etc. Un autre élément fondamental qui a favorisé cette performance, c'est la baisse de la facture énergétique. Donc, on a un baril qui est moins de $60, chose qui n'est pas arrivée depuis 2021. Oui. Donc, je dirais, quels sont les challenges pour 2026 ? 1. Surveillons. Attendez, les challenges pour 2026, c'est une autre question. Oui. Là, pour l'instant, on parle... Non, attendez. Pour 2025, je termine pour 2025. Terminé, et je vous demanderai la note, et ensuite, on fera une petite pause. Pour 2025, c'est un bon résultat pour décembre, déjà à partir de décembre. Les chiffres sont bons. Mais surveillons les exportations, mais avec des indicateurs importants en termes d'inflation. On est en déflation, ça c'est une très bonne chose. Taux de croissance positive, couverture de la réserve de devises, la réserve de change importante. On est à 446 milliards de dirhams, quelque chose comme 45 milliards de dollars. Donc voilà, les choses sont bonnes pour l'économie nationale. La note ? La note, je donnerais, moi, pour 2000, il a 17, 8 sur 10. Ah, 8. Meilleure note, quand même. Ouais. On fait une petite pause, on revient dans une minute. 9h17. Là, les auditeurs vous écoutent et vous dites, et se disent, alors, Hicham El Bayed, une note de 7, Saïd Youssef, une note de 8 sur 10, mais moi, mon pouvoir d'achat, il est toujours un peu limité, il n'a pas remonté, quoi. Qu'est-ce que vous leur dites ? Alors, et ça, je dirais, alors je ne vais pas dire, évidemment, je ne parle pas de ceux qui ont le plus d'argent, mais je parle toujours de cette classe moyenne, en tout cas, c'est là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'en 2026, on retrouve un peu de pouvoir d'achat, que ce pouvoir d'achat s'améliore ? Ou peut-être que c'est un leurre, je n'ai rien vu, il s'est amélioré. La question de... La perception de l'inflation, voilà. La question de l'indice des prix à la consommation, il y a un suivi derrière qui se fait effectivement. Et pour le commun des mortels, lorsque vous sortez dans la rue, effectivement, on va vous dire qu'on n'a pas vu concrètement et de façon palpable cette amélioration de pouvoir d'achat. Et il faut reconnaître effectivement que les prix ont grimpé dans la période post-Covid. On a assisté à une inflation qui s'est encore manifestée à cause du conflit russo-ukrainien. On parle de février 2022 et depuis, effectivement, les prix ont flambé. Là, on assiste à une légère baisse, que ce soit pour les produits alimentaires, que ce soit pour les légumes, ce qui intéresse beaucoup plus les Marocains. On a une toute petite baisse. Une petite baisse. Ouais. Alors, si vous allez du côté du ministère de l'Emploi ou de l'économie des finances, on va vous dire qu'on a fait augmenter quand même les salaires. On va vous dire que on a réduit légèrement l'IR, on a augmenté les salaires, on a revu à la hausse
plusieurs reprises les niveaux de salaire. Oui, on a vu ça veut dire le SMIC, le SMAC. Effectivement, etc. il a été revu, Voilà. je crois que Là, en ce moment. Donc il y a justement des ajustements qui ont été faits justement pour pouvoir permettre aux Marocains de ne pas subir de plein fouet justement l'effet de l'inflation, même s'il a été contenu, ce qui est quand même une performance, hein, on va dire aujourd'hui, d'être à moins de 1%. Ceci dit, il y a encore un effort à faire, hein, et quand on regarde la grande majorité des Marocains et cette classe moyenne qui s'effrite justement à cause des retombées, des séquelles justement de cette inflation qu'on a vécue, même des professions qui sont restées pendant des années à l'abri justement des retombées de l'inflation, on les trouve dans des difficultés. Des gens qui se refugient derrière des demandes de crédit, des gens qui ont des difficultés à arrondir les fins du mois. Et si on sort du périmètre urbain, on va vers le monde rural, c'est encore plus démonstratif. Et c'est pas pour rien que Sa Majesté a parlé dans d'un de ses derniers discours d'un Maroc à deux vitesses, c'est qu'il va falloir raisonner territorialement, agir effectivement sur des modalités pour justement améliorer le pouvoir d'achat, permettre à ces populations d'être plus inclusives. Et ça, c'est un travail justement qu'il s'agit effectivement sur lequel il faut performer pour 2026, si on veut vraiment se jeter sur 2026. Un mot sur le pouvoir d'achat, Saïd Youssef, ou on passe à 2026. Lorsqu'on parle de pouvoir d'achat, vous savez que lorsqu'on réalise des agrégats macroéconomiques positifs, des taux de croissance de 5%, un environnement de déflation, il faut toujours se poser une grande question. Quel est l'impact sur le citoyen, sur la classe moyenne, sur la classe des pauvres? Ça, c'est un grand débat. Vous savez, même lorsqu'on est, par exemple, dans un pays le plus riche du monde, on peut avoir des personnes qui ne profitent pas de la croissance. C'est dans ce sens que Sa Majesté a dit non à un Maroc à double vitesse. Et dans ce sens qu'on va dire, dans la logique royale, non à un Maroc à double vitesse en termes de pouvoir d'achat. Parce que lorsque la croissance est là, il faut la partager entre tous les citoyens. Et aujourd'hui, malheureusement, ces soupapes de sécurité qui permettent une bonne répartition des revenus, qui protègent la classe moyenne, ne sont pas là. Je vais vous dire tout simplement. On sait à quel point elle est importante, cette classe moyenne. Je vous donne un exemple. N'oublions pas qu'aujourd'hui, une bonne partie, par exemple, de la classe moyenne paye les frais de scolarité. Et les frais de scolarité bouffent jusqu'à 50% du revenu. Donc il y a un grand... C'est la double peine, hein, voilà, parce qu'on paye des impôts et en plus on a des frais de scolarité à payer. Un grand chantier maintenant. Que faut-il faire pour protéger déjà cette classe moyenne qui risque de basculer vers la misère? Tout à l'heure, vous parliez de pays émergents. Est-ce que ce n'est pas le signe qu'on est un pays émergent quand il y a une classe moyenne qui est à peu près stable? Rapidement, Franck, je vais vous dire qu'on peut avoir des taux de croissance de 10, de 12, de 9, de 8%, mais c'est rien n'est fait pour assurer une bonne répartition des revenus. Protégeons la classe moyenne pour qu'ils ne creusent pas dans la misère et soutenir la classe des pauvres. Mais le soutien de la classe des pauvres, c'est vrai, Sa Majesté a annoncé l'État social. On commence à distribuer des aides directes. Mais je dirais que ce n'est pas toujours suffisant. Il faut que l'économie qui doit aussi jouer son rôle. Oui. Le filet de sécurité qui va jouer ce qu'on appelle les relais de croissance, qui vont permettre de garantir et de pérenniser le pouvoir d'achat. Ça, c'est un grand débat. Ce n'est pas un débat uniquement de 2025, de 2026, de 2028. C'est un débat et que tous les responsables doivent assurer. Il faut descendre sur le terrain et évaluer le pouvoir d'achat réel du citoyen. Aujourd'hui, je dis la scolarité, je dirais la santé, je dirais le soutien au pouvoir d'achat à travers un contrôle des prix, parce qu'il y a le Conseil de la concurrence qui fait son travail, mais il faut aller voir la structure des marchés. On ne peut pas continuer à accepter des situations de monopole ou des situations oligopolistiques qui touchent au pouvoir d'achat des citoyens. C'est un grand débat parce que même lorsqu'on augmente le PIB,
Et s'il y a d'autres qui en profitent pour augmenter les prix de façon déraisonnée, ça veut dire qu'il y a une panne quelque part et l'intervention. Je peux rajouter vite rapidement. Alors, Saïd parlait de filet de sécurité. Je crois qu'il y a un autre secteur, même s'il est contesté et problématique, c'est le secteur informel. On a beau réprimander et dire effectivement que c'est un secteur qui nous bouffe des points de croissance, c'est un secteur qui échappe au radar, qui, par sa morphologie, constitue un manque à gagner fiscal pour l'État. Il faut dire aussi que par ailleurs, c'est un sas de sécurité pour une bonne partie de la population et qui fait circuler beaucoup de cash. Vous voyez, effectivement, on n'est pas dans des situations... Créer des emplois ouais. et aussi, c'est la roue de secours dans des situations de crise et de récession qu'on a vécues. Et donc, il faut rester très vigilant par rapport à tout ça, trouver effectivement un modèle marocain qui puisse réunir tous ces ingrédients en bonne intelligence, parce qu'on a beau dire tout de suite il faut arrêter le secteur informel, c'est facile à dire, mais quand vous allez concrètement, quand vous regardez cette classe moyenne, quand vous regardez ces populations qui sont exclues, quand vous regardez des régions qui sont carrément exclues, on a vu ça à Safi dernièrement, ce qui s'est passé, ça a fait remonter à la surface justement ces problématiques territoriales. Donc il y a nécessité d'être très mesuré dans les avis qu'on porte et de considérer effectivement que le développement et la croissance, c'est holistique. Alors, 9h25, vous avez deux conclusions sur 2026. On a parlé de 2025, note de 8, note de 7. On commence avec Saïd Youssef pour 2026. 2026... Boule de cristal. Oui. Rapidement. Voilà. 2026, rapidement. Quels sont les relais de croissance après, une fois les grands chantiers achevés? Ouais. N'oublions pas qu'aujourd'hui, une bonne partie de la croissance s'explique par l'investissement public. Vous avez 2008-2009, il faut prévoir des relais de croissance qui vont permettre de... 3, que faut-il faire pour capitaliser les retombées de ces grands chantiers macroéconomiques? Deuxième chose, et on remarque dans les médias qu'on parle, tout le monde parle du secteur informel. C'est-à-dire qu'on prépare quelque chose pour le secteur informel. Moi, je dirais, soyons vigilants. Le secteur informel, c'est 10 millions de personnes. Et il ne peut être géré qu'à moyen et à long terme. C'est un secteur résilient. Et n'oublions pas qu'on n'a rien fait pour entendre ce secteur. Parce que ce sont les autres qui parlent du secteur informel. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un dire dans le secteur informel qui dit attention, il est derrière 10 millions de personnes, plus de vigilance. Les solutions administratives ne sont pas suffisantes pour régler ce problème. En fait c'est ça que vous voulez dire, parce que c'est à la une de l'Économiste aujourd'hui. Oui. S'il y a des taxes supplémentaires et des solutions administratives, voire policières, ça ne marchera pas. Je dirais attention, parce qu'il est résilient, ce système. 10 millions de personnes derrière, et on n'a rien fait pour les entendre. Et la solution, il faut le comprendre et aller step by step. Dernier élément, et si vous permettez. Allez-y. L'international. L'environnement international, fin 2026, il y a une baisse de la croissance dans les grands marchés, notamment l'Union européenne, l'Allemagne, 0%, la France, 1,4, 1,6. Soyons vigilants, lorsque les choses marchent un peu moins à l'international, au niveau national, on doit intégrer ça et être prudent pour 2026. Hicham, vous avez 1 minute 15. Alors, lorsque j'avais avancé l'idée d'organiser... On déborde après, mais bon... Non, mais rapidement, lorsque j'avais abordé, en tout cas avancé l'idée d'organiser des assises nationales du secteur informel, je me rappelle très bien, on m'avait regardé avec des yeux tout ronds comme ça, pour dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et la réalité, il est là, c'est un secteur qui est là. Vous pouvez beau faire l'autruche, il est là, le secteur informel. Nous vivons avec, nous l'avons à la sortie de chez soi, vous êtes tout de suite dans le secteur informel. Vous pouvez même ramener du secteur informel lorsque vous vous appelez un plombier ou je ne sais qui pour vous faire des réparations, vous y êtes. Donc il faut faire avec, il faut considérer ce qu'il représente, il faut trouver le moyen, comme dit à l'instant Saïd, step by step, avec une certaine doigté, avec beaucoup de vigilance, avec le souci aussi de composer avec, parce que c'est une composante incontournable de notre économie. Nous ne sommes pas un pays qui peut éventuellement
éventuellement se dire qu'on peut s'émanciper du secteur informel, il est là. Et prendre effectivement les mesures qu'il faut. Alors tout ce qu'on raconte sur la facturation électronique, sur la retenue à la source, c'est des manœuvres qui sont faites par l'administration fiscale, mais il faut rester prudent. Voilà, 2026, il faudra être inventif et créatif à propos de l'informel. Voilà, merci messieurs. On a fini ? Bah oui. Ah bah écoutez... J'aurais tellement voulu vous poser la question sur le porte-avions que M. Macron vient d'annoncer à 10,25 milliards d'euros, alors que le budget de la France a toutes les peines du monde à être voté à l'Assemblée nationale française en ce moment. J'aurais tellement aimé avoir votre avis là-dessus. Bon, ça sera pour une autre fois. Merci Saïd Youssef. Merci. Plaisir. Oui. Cette capsule vous est présentée par Narsar, votre sécurité